Bonjour tout le monde, je suis votre enseignante Manel Fel. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois dans notre parcours d'apprentissage. Bienvenue dans notre quatrième cours du module Soins infirmiers de base, administration de la thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les techniques d'administration des médicaments par voie intraveineuse et la pose des cathéters périphériques. Ce sont des compétences incontournables que vous serez amené à pratiquer très fréquemment dans votre futur métier d'infirmier. Je vous invite donc à suivre ce cours avec attention, à participer aux activités interactives et à ne pas hésiter à poser vos questions sur le forum. Chaque échange est une technique qui prend un temps de préparation de 3 minutes, puis un temps de réalisation d'une minute. Donc, l'injection intraveineuse permet le passage d'un traitement directement dans le système circulatoire du patient. Pour les indications, des produits médicamenteux injectables en particulier nécessitant cette voie, donc des médicaments qui peuvent être douloureux ou des fois nécrosants si on les fait passer par d'autres voies. Donc quand on recherche un effet immédiat, notamment dans les cas urgents, l'injection continue ou discontinue par l'intermédiaire d'une perfusion ou bien d'une SAP, seringue autopousseuse. Donc la possibilité d'injecter des fortes doses ou de fortes quantités. Donc, pour les prérequis indispensables, avant d'injecter un médicament par voie intraveineuse, on doit avoir des connaissances en termes d'utilisation du produit, notamment la voie d'injection, la posologie, les précautions d'utilisation, le mode de reconstitution, et puis des connaissances en termes d'anatomie veineuse et artérielle, pardon. Alors, pour l'anatomie veineuse, c'est notamment les connaissances qu'on doit avoir, c'est surtout au niveau des veines superficielles du membre supérieur. Ici, dans la figure, on a la face A, c'est la face la face antérieure, pardon, et la face B, c'est la face postérieure. On a donc ici, c'est l'arcade dorsale de la main. Donc, on va commencer par la veine cubitale, puis la veine radiale superficielle. On a aussi dans la face antérieure, on a la veine radiale, on a la veine radiale superficielle, puis la veine médiane superficielle, et on a aussi la veine cubitale céphalique puis la veine basilique, ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre comme précaution? Le patient doit être muni de son ordonnance médicale s'il se présente au niveau d'une formation sanitaire de base, un centre de santé. On doit vérifier auprès du patient avant l'injection qu'il ne soit pas allergique au produit qui va être administré. On doit respecter l'horaire et la voie d'administration. On n'injecte jamais sur un tissu rougi, enflé ou portant une cicatrice ou durci. On doit injecter toujours dans le sens de la circulation. On doit respecter une asepsie rigoureuse et les médicaments en poudre ne sont reconstitués qu'au moment de l'emploi et injectés immédiatement. Donc, le matériel nécessaire pour l'injection intraveineuse. Donc, pour le soin, on doit avoir une seringue adaptée à la quantité injectée. L'aiguille intraveineuse est souvent de couleur bleue, donc elle est standard, de 2,5 à 3 cm de longueur, de 0,6 à 0,9 mm de diamètre. Donc, on doit avoir le produit à injecter, un garrot et une pommade anesthésiante éventuellement. Pour l'asepsie, on doit avoir des gants non stériles à usage unique, une compresse ou coton, un décontaminant et désinfectant, une boîte à aiguilles souillée. Pour la préparation du matériel, on reconstitue le produit s'il est lyophilisé avec le diluant adéquat ou de l'eau pour préparation injectable. S'assurer de la limpidité du produit, de sa couleur et de l'absence de précipité. C'est surtout dans la voie intraveineuse, on doit absolument ne pas avoir aucune précipité quand on dilue notre produit. Donc, il faut prévenir le patient du moment de l'injection. Ici, c'est pour la préparation du patient. Donc, on le prévient des éventuels effets attendus et secondaires, immédiats et retardés. Par exemple, si on a je donne un exemple. Par exemple,
Le Lasix, c'est un médicament qu'on utilise chez les patients avec, par exemple, insuffisants rénaux. Pour le Lasix, des fois, il a comme effet secondaire des nausées et des fois même des vomissements. Il faut prévenir le patient, comme ça, il n'aurait pas des effets qui sont inattendus, d'accord? Donc, lui demander de s'asseoir confortablement ou de s'allonger, appliquer éventuellement une pommade anesthésiante sur la zone à ponctionner. Donc ici, on a l'angle par lequel on peut utiliser l'injection intraveineuse. Vous avez vu avant, l'injection intramusculaire, c'est 90 degrés. L'injection sous-cutanée, c'est toujours 45 degrés. Et l'intradermique, on a vu que c'était 15 degrés. Alors pour l'injection intraveineuse, c'est à peu près entre l'injection sous-cutanée et intradermique. Donc c'est à 25 degrés, comme vous voyez. Donc, pour la réalisation du technique de ce geste, donc, il faut réaliser avant tout un lavage antiseptique des mains ou un lavage simple plus une friction hydroalcoolique. Donc, repérer la veine à ponctionner, nettoyer avec une compresse la pommade anesthésiante, demander à la personne de serrer le poing jusqu'à la ponction, mettre les gants, décontaminer et désinfecter la zone à ponctionner, ponctionner de préférence la veine basilique au pli du coude ou pour préserver les autres zones à une éventuelle pause de. Donc, mettre le garrot autour de son bras au moins 10 centimètres au-dessus de la zone à ponctionner. Laisser la veine se gonfler quelques secondes, repérer son trajet sous ses doigts, puis ponctionner la veine en s'assurant que le bisou de l'aiguille soit orienté vers le haut. Ici, c'est très important. Donc, une fois qu'on ponctionne la veine, on aspire légèrement pour vérifier la position de la veine. Donc, si on a un retour, on est dans la veine. Donc, avant d'injecter notre médicament, il faut ôter le garrot. On enlève le garrot, d'accord? Il faut jamais injecter son médicament avec le garrot, d'accord? Donc, on commence à injecter doucement. Le temps d'injection dépend du produit utilisé. Donc, c'est toujours mentionné sur la prescription. Donc, soit c'est IVD ou bien IVL. Donc, soit injection intraveineuse directe ou bien une injection intraveineuse lente. Donc, ça prend plus de temps. Donc, retirer l'aiguille, décontaminer la zone d'injection, puis faire un pansement légèrement compressé. Le patient peut comprimer lui-même pendant 2 minutes et puis retirer la compresse. Donc ici, on va dans la figure, on a le garrot, on ponctionne la veine, on a un retour ici. Dès qu'on constate le retour, on retire le garrot et on injecte. Donc, il faut surveiller l'apparition de tout signe inflammatoire à type de douleur, chaleur, de rougeur ou d'œdème. Il faut demander au patient de prévenir en cas de malaise ou de douleur après. Pour les complications de l'injection intraveineuse, on a en premier lieu les AES. Il faut respecter scrupuleusement les précautions d'accident d'exposition au sang. Il faut porter les gants, il faut jamais recapuchonner son aiguille, il faut éliminer l'aiguille directement dans la boîte à aiguilles suivie. On a aussi l'allergie aux produits. Dès qu'on a une extravasion ou une douleur intense chez le patient, il faut arrêter l'injection. L'injection d'un produit non limpide, des fois s'il y a des précipités ou des cristaux. Quand on laisse le garrot serré très longtemps, donc là, il y a des complications au niveau métabolique. Si on garde le garrot serré très longtemps, là, il y a une destruction tissulaire, d'accord? Donc, on provoque une production d'acide lactique toxique pour l'organisme. Dès qu'on dessert le garrot, il s'installe dans la circulation sanguine. Là, on peut avoir des problèmes rénaux, cérébraux, bien
Donc, dès qu'on finit notre soin, il faut évaluer la procédure du soin. Donc, l'injection, elle s'est bien réalisée dans des conditions d'asepsie requises. Elle n'a provoqué ni hématome ni diffusion sous-cutanée du produit. Donc, l'infirmier a porté ses gants et il n'a pas été piqué par l'aiguille. Donc, on s'assure du résultat et des objectifs à atteindre. Donc, quel est l'objectif de cette injection? C'est que le produit a été injecté en totalité et a participé dans le rétablissement de notre. Donc, on avait fini avec l'injection intraveineuse. Là, on passe avec pour le cathéter périphérique. Donc, le cathéter périphérique, c'est une technique qui consiste à poser un cathéter veineux par voie transcutanée. Il permet de perfuser des solutés d'hydratation ou des produits médicamenteux pendant plusieurs jours. Donc, soit de façon continue, par perfusion permanente, ou bien discontinue. On a le cathéter qui reste en place et obturé par un membrane. Donc, pour les indications, on a l'hydratation, notamment les sérums, soit salés, soit glucosés. Donc, ce sont des solutés qui sont nécessaires pour l'hydratation du patient. L'accès vasculaire immédiat en cas d'urgence. En prévision d'injection des produits médicamenteux ou de solutés d'origine humaine, par exemple la transfusion sanguine. Donc, le matériel nécessaire, on a le matériel pour l'anesthésie locale, une crème anesthésiante de contact, un film plastique de protection. Pour le soin, un garrot, un cathéter veineux périphérique. Là, si vous voyez ça, c'est le cathéter veineux périphérique. La tubulure, si on aurait besoin de faire une perfusion. Donc, le choix du calibre de cathéter dépend de l'indication. Donc, si on veut faire passer au patient des solutés d'origine humaine ou des macromolécules, par exemple l'albumine, on aurait besoin d'un cathéter d'un calibre très important. D'accord? Et si on n'a pas besoin de faire si on n'a pas besoin d'avoir un calibre important, on peut choisir un calibre qui est plus petit, juste pour le confort du patient, parce que celui-là, c'est très, très douloureux pour le patient. Donc, le cathéter est composé d'une canule en PVC munie d'un verrou, d'accord, ici, une petite partie qui est transparente. Là, on vérifie le retour du sang pour s'assurer qu'on est dans la veine, d'accord? Donc, il y a une aiguille creuse. Si vous voyez ici, il y a un petit, là, c'est le bisou de l'aiguille. C'est une aiguille qui est creuse, faisant office de membrane métallique, rigidifiant la canule au moment de la pose et retirée dès que le cathéter est en place. La taille des cathéters diffère, comme on avait dit, selon le calibre et donc selon le besoin. L'intranule ou bien le cathéter périphérique en jaune, c'est le plus petit, donc qui est d'un calibre très petit. Il est utilisé pour une indication d'un patient pédiatrique ou des fois pour les personnes âgées. Là, la grise ou bien la rouge, elles sont utilisées pour des patients qui sont, par exemple, des cas urgents, pour la transfusion sanguine, d'accord? Donc, en fonction de l'indication de pose, la seringue protégée contenant le produit injecté. Par exemple, si on veut juste passer un médicament qui va être passé juste par la seringue et puis on va obturer avec le membrane, le cathéter, on va le laisser en place. Ça s'appelle la garde-veine. Soit les flacons de perfusion ou les tubulures préparées, d'accord? Soit les tubes de prélèvement si on veut effectuer un bilan en même temps avec le cathéter veineux. Donc, un obturateur de cathéter en cas de perfusion discontinue, comme on avait dit, si on va utiliser juste la seringue et on va arrêter, ou bien si on va juste utiliser une perfusion de 30 minutes et on va obturer le cathéter pour le réutiliser encore une fois. On doit avoir pour lequel on va utiliser une garde-veine. Donc, un pied de perfusion. L'aiguille épicrânienne. Donc, l'aiguille épicrânienne, on peut l'utiliser soit dans une veine épicrânienne chez les enfants,
par exemple, d'accord, soit pour une perfusion sous-cutanée en cas de réhydratation nocturne chez les personnes âgées ou du... Donc, pour l'asepsie, on doit avoir des gants non stériles, des compresses stériles, un produit antiseptique, une bande stérile adhésive transparente, un sparadrap, un champ non stérile protecteur pour le bras du patient et pour le lit, une tondeuse chirurgicale, pardon, une tondeuse chirurgicale si besoin, et un haricot. Puis un plateau, un compte de, de perfusion à l'entrée. Donc, on demande, pour la préparation du patient, on demande au patient de s'allonger. Donc, si le patient est allongé, il ne va pas trop faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Il va être plus à l'aise, d'accord? Donc, après avoir repéré le site de ponction probable, dépiler la zone de bras si nécessaire, s'il y en a un patient qui a beaucoup de poils dans la zone. Donc, poser une crème anesthésiante 1 heure avant pour limiter la douleur au moment de la pose du cathéter, surtout si on a un cathéter de grand calibre, d'accord? Il faut choisir le site de ponction en fonction de son confort. Le bras gauche pour un droitier, la veine jugulaire, c'est très compliqué, d'accord? C'est une veine qui est très grande et puis c'est très risqué pour le patient. Pour la veine fémorale, ça, on n'en parle pas. Donc, ne pas perfuser le patient du côté d'une ablation mammaire, d'une fistule artério-veineuse. La fistule artério-veineuse est utilisée pour la dialyse. Donc, il ne faut pas toucher à ça. Une prothèse orthopédique ou vasculaire, une hémiplégie, une pathologie dermatologique, un foyer infectieux proche du point de... Donc, choisir la zone de ponction et retirer la crème anesthésiante avec un compresse. Donc, les sites du membre supérieur, on a la face dorsale de la main, c'est la plus privilégiée, la face dorsale de l'avant-bras et la face en... Donc, il faut éviter de poser une perfusion au-dessus du pli de coude, éviter le plus possible de poser une perfusion sur le membre inférieur, j'en ai déjà parlé, il faut éviter la veine fémorale. Là, on a un risque de phlébite. La phlébite, c'est un caillot de sang qui s'installe dans les membres dans les membres inférieurs et qui migre avec la circulation sanguine et peut causer une embolie pulmonaire. Donc, sinon, il faut changer le site de que cela devient possible. Donc, on réalise un lavage antiseptique des mains. On pose le garrot 10 centimètres environ au-dessus du point de ponction. On repère et on sent le trajet de la veine avec l'index. Dès qu'on a bien repéré la veine, on retire le garrot, on nettoie et on désinfecte la zone de ponction. On vérifie le fonctionnement du cathéter en coulissant l'aiguille membrane à l'intérieur du cathéter sans le déchirer. On resserre le garrot encore une fois. On maintient la veine avec le pouce sous le point de ponction. On tient le cathéter aiguille et chemise externe entre le pouce et l'index, bisou vers le haut. Donc, on pique la veine sur 1 cm environ. On vérifie le retour sanguin dans la partie transparente de la canule. On cathétérise la veine sur les 2 tiers ou la totalité de sa longueur. On retire le garrot. On retire le membrane et on fait glisser le cathéter entièrement dans la veine et on adapte immédiatement la tubulure. Donc, on évite de laisser du sang s'écouler sur le bras du patient ou sur le drap en appuyant avec le majeur et l'index à travers la peau l'extrémité du cathéter à distance du point de ponction, comme vous voyez ici. Donc, si le cathéter ne pénètre pas totalement dans la veine, le cathétérisme ne sera pas de bonne qualité et risque très vite de laisser du fluide de le produit à... Donc, dès qu'on a fini, on démarre la perfusion, on rince le cathéter et on fixe le cathéter à la peau. On pose un pansement transparent en recouvrant entièrement la partie cathétérisée et la jonction cathéter-tubulure. Si le patient semble agité, on fixe la tubulure sous le pansement avec un et ranger. Donc, la perméabilité du cathéter, on doit toujours
vérifier la perméabilité du cathéter. Donc, le soluté de perfusion s'écoule librement, ça c'est un risque. Si la tubulure se coude, se désolidarise du cathéter ou est arrachée. Donc, il faut vérifier aussi la il faudrait vérifier la ponction d'une artère, donc c'est très possible. Donc, comment on peut repérer la ponction d'une artère? Donc, si vous, vous introduisez le cathéter et vous avez un retour très rapide du sang. Vous adaptez la tubulure, mais le sang ne passe pas dans le cathéter et des fois on a un retour du sang même dans la tubulure jusqu'à la poche du sérum par exemple. Là, vous saurez que vous êtes vraiment dans l'artère. Il faut retirer immédiatement. Effectuer une compression efficace pendant 3 minutes et revérifier si on a toujours un saignement. Et on continue de comprimer jusqu'à un arrêt total du sang. D'accord? Puis on pose un pansement compressif et on le laisse. L'échec du cathétérisme est possible. D'accord? Vous pouvez essayer la première fois, mais si vous constatez que vous n'y arriverez pas, donc on peut pas faire passer la main à un collègue pour pratiquer le soin, donc c'est totalement normal. De toute façon, s'il est bien fait. Donc, si un malaise vagal est survenu, donc c'est normal. Des fois, on peut avoir des malaises vagales chez les patients suite à un stress, beaucoup d'anxiété, d'accord? Donc, on interrompt le soin, on surlève les jambes de la personne allongée, on surveille le pouls et la tension artérielle. Donc, après la pause, si le point de ponction est douloureux, le cathéter, donc ça veut dire que le cathéter n'est pas en place, on a extravasion. Des fois, le patient a juste une perfusion de sérum salé, ça fait même aucune douleur, d'accord? Mais le patient se plaint d'une douleur persistante et qui ne s'arrête pas. Et dès qu'il sent que le sérum passe dans la circulation, donc il a beaucoup de douleur. Là, on peut comprendre qu'il y a une extravasion, donc il faut retirer et euh, et réessayer encore une fois. Donc, on a aussi le risque infectieux. C'est un risque qui va survenir après la pause et jusqu'à l'ablation du cathéter. D'accord? Là, il est très important. Donc, il faut respecter la procédure de désinfection au moment de la pause, le rythme de réfection des pansements et de changement des tubulures. On doit changer les tubulures constamment. On doit changer nos pansements, d'accord? Dès qu'on effectue le pansement, on écrit sur notre pansement la date et l'heure d'application de son pansement pour que la prochaine équipe puisse le changer. Donc, surveillez le point de ponction et le trajet de la veine. Surveillez la température à la recherche de signes de septicémie. Observez rigoureusement le protocole du Klein, d'accord? Datez la date de perfusion sur le dossier de soins et éventuellement. Si le produit injecté est agressif ou trop concentré ou trop rapide, là, on a le risque d'inflammation. Donc, surveillez l'état du trajet de la veine, apparition de signes inflammatoires, douleur, rougeur. Surveillez la fixation et le pansement. Si de l'air passe dans le cathéter, là, on a le risque d'embolie gazeuse. Donc, il faut changer le flacon de perfusion vide, surtout s'il est rigide avec une prise d'air. Donc, purger les tubulures, visser correctement. On a aussi le risque d'hématome. Donc, changer le site de perfusion et ne pas piquer un hématome ou dans une zone inflammée. Donc, respecter scrupuleusement les précautions d'accident d'exposition. D'accord? Là, après le cathéter périphérique, on a les perfusions. D'accord? Dès qu'on a le cathéter en place, comme on avait dit, on doit passer une perfusion. Pour la perfusion, le temps prévu de préparation, c'est largement 10 minutes. Le temps de soins au patient et rangement du matériel, c'est aussi. Donc, la perfusion consiste à introduire lentement et continuellement dans la circulation sanguine pendant quelques heures ou quelques jours des liquides divers. Donc, soit des solutés salines, des solutés glucosés,
des solutions médicamenteuses. Donc, la perfusion consiste à introduire lentement et continuellement dans la circulation sanguine pendant quelques heures ou quelques jours des liquides divers, des solutés salines, des solutés glucosés, des solutés gazeuses. Donc, des produits sont contenus dans des flacons soit souples, rigides, des pousse-seringues électriques, des pompes à perfusion. Donc, la perfusion est prescrite pour 24 heures en général. Donc, les quantités sont réparties harmonieusement sur 24 heures. Donc, il faut pour les indications de la perfusion, soit il faut une réhydratation par des solutés isotoniques, hypotoniques ou hypertoniques, lorsque l'apport digestif est impossible ou insuffisant. Donc, pour avoir un équilibre hydroélectrolytique, pour un traitement d'une insuffisance circulatoire par des solutés de remplissage ou de produits d'origine humaine, ou pour le traitement médicamenteux, antibiotiques, catécholamines, thérapeutiques, oncologiques. Pour le matériel nécessaire pour les préparations, c'est un flacon de perfusion adapté aux prescriptions médicales, sous forme de poche en PVC, de manière générale, ou sous forme rigide, un verre, ou bien semi-rigide. Les contenances de poche sont soit 50 ml, 100 ml, 250, 500 ml, ou donc, pour les préparations, il nous faut une chevelure adaptée comprenant un perforateur. Donc là, c'est le perforateur. Là, c'est la chambre compte-gouttes. D'accord? Donc, c'est la chambre compte-gouttes. Elle permet de contrôler le débit et de piéger les bulles d'air. Donc, elle est souple et parfois munie d'un filtre comme celui-là, antiparticules, surtout dans la transfusion sanguine. Donc, là, on a aussi la prise d'air. Là, c'est la prise d'air. Donc, si on veut passer un médicament contenu dans une poche de plastique, c'est inutile. Donc, si on a un médicament contenu dans une la poche rigide en verre, donc là, c'est important la prise d'air. Un dispositif de réglage de débit, là. Donc, un système de connexion verrouillable lieu et le corps sur le cathéter, comme celui-là, comme ici, d'accord, pour l'adapter au cathéter. Donc, la tubulure en PVC, elle permet de détecter le passage éventuel de bulles d'air. Donc, pour les préparations, toujours dans la préparation, donc il nous faut aussi le produit nécessaire à la reconstitution des produits, flacon de chlorure de sodium, flacon de glucosé, ampoule d'eau pour préparation injectable ou de diluant spécifique, d'accord? Donc, les seringues un set de transfert, par exemple, si on a un produit médicamenteux lyophilisé ou liquide et un flacon de perfusion. Donc là, c'est un set de transfert. Une seringue de 50 heures. Et un conteneur à essuyer. Donc, la préparation du matériel. Donc, la personne préparant le produit ou le soluté de perfusion est garante du respect des règles d'asepsie et du contenu du flacon. Donc, il faut effectuer toutes nécessaires, du flacon de perfusion, le produit injecté et les reconstituants, les densifications, les concentrations, les produits ajoutés électrolytes, médicaments, date de péremption, aspect, donc notamment la limpidité, respect de leur conservation réfrigérateur à l'abri de la lumière. Dans le doute, ne pas utiliser le produit et le transmettre en pharmacie. Donc, procéder à la reconstitution du produit à injecter. Injecter de façon stérile le diluant dans le flacon contenant le produit utilisé. Éviter de faire mousser le produit.
Donc, ne pas le mélanger rapidement, d'accord? Ou bien brusquement, d'accord? Il faut le mélanger en le tournant doucement entre les mains ou le laisser reposer jusqu'à dilution. Donc, extraire l'équivalent de ce volume du flacon. Administrer stérilement les produits dans le flacon de perfusion. Si le flacon est rigide ou semi-rigide, utilisez une prise d'air ou bien insérer une aiguille sur le bouchon du flacon. Ça permet de dégager l'air. Identifier sur le flacon le nom du patient et le médicament ou électrolyte. Adapter la tubulure en perforant le bouchon en caoutchouc sur le flacon ou de la poche souple. Donc, on a deux situations. Pour le flacon souple, d'accord, comme celui-là, ne pas toucher à la molette, d'accord, parce que la chambre est à moitié remplie, on retourne le flacon et on purge la tubulure, d'accord. Donc, le flacon souple, l'avantage, c'est qu'on peut le comprimer, d'accord, pour remplir la chambre d'air. On a le flacon rigide ou semi-rigide, d'accord. Le flacon rigide, là, on ne peut pas le comprimer, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de purger l'air avec la prise d'air. Soit on insère une aiguille ici, soit on ouvre la prise d'air ici dans la chambre. Donc, on remplit la chambre à moitié, puis on ouvre la molette et on purge la tubulure. Donc, on contrôle le débit à l'aide de la molette limitatrice de débit. Donc, la hauteur minimale de la chute libre des gouttes doit être environ de 20 mm. Donc, préparer le médicament prescrit en respectant le mode de dilution adéquat. Adapter le remplissage de la seringue au débit prescrit, par exemple 5 ml par heure pour un passage de 10 heures. Donc, la seringue, elle est remplie à 50 ml. Donc, le débit va être à 4, par exemple. Donc, le débit, par exemple, qui va être à 4 ml par heure pendant 12 heures. La seringue, elle va être remplie à 48 ml pour qu'on puisse la répartir. Donc, la solution reconstituée doit être limpide. Pas de particules, pas de dépôts, pas de précipité. Donc, certains produits sont incompatibles, par exemple, adrénaline et bicarbonate. Dans le cas contraire, il faut éliminer la reconstitution. Alors, pour l'osmolarité, les produits hypohypertoniques, il peut être responsable d'une intolérance locale. Donc, on doit surveiller le trajet de la veine s'il y a des risques des signes d'inflammation. Donc, attention au risque de confusion. Donc, maintenant, on a le glucosé, il y a le G2,5, G5% et le glucosé à 10%. Il faut toujours vérifier la prescription. On doit être souple, mais pour la tubulure, elle doit être souple, mais ne doit pas se couder. D'accord? Il faut toujours vérifier si la tubulure est coudée pour la découder encore une fois et laisser passer le médicament. Donc, elle est étanche et résistante ou compatible avec les solutés à perfuser. Donc, certains médicaments s'absorbent sur le PVC, donc ils ne peuvent pas être administrés par exemple nitré. Donc, une erreur de début, donc les complications et les risques. L'erreur de débit et de calcul de dose. D'accord? Il faut toujours bien calculer les doses. Les mélanges de médicaments augmentent le risque et faute d'asepsie et d'incompatibilité. Donc, il faut prendre son temps. Les frisseurs, sueur, hyperthermie, voire état de choc dû au passage de la perfusion. D'accord? Il faut prévenir le patient, conserver le flacon pour analyse. Apparition d'un œdème, d'une inflammation ou d'une lymphingite. Il faut appliquer